La produit parfaite, elle n'existe pas. Comment, malgré les arnaques sur le Bon Coin, vous avez réussi à créer une relation de confiance avec vos utilisateurs? J'avais un peu testé des choses avec ChatGPT, m'inventait des verbatims, je trouvais ça pas dingue. Et du coup, comment est-ce que vous mettez le curseur entre la sécurité et la facilité d'utilisation? C'est pas forcément évident quand t'as la tête dans le guidon du delivery de pas perdre un petit peu ce cap. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du calendrier de l'Avent du produit. Pour cette seconde édition, j'ai eu le plaisir d'échanger avec 24 nouveaux passionnés que vous découvrirez jour après jour. Et aujourd'hui, je suis avec Émilie, qui est Lead Product Designer chez Le Bon Coin. Salut Émilie, comment ça va? Bonjour Marceline, ça va très bien et toi? Bah écoute, super, merci. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots? Moi, je suis Émilie, je suis Lead Product Designer chez Le Bon Coin depuis un peu plus d'1 an. Et avant ça, j'étais pendant 4 ans chez Prisma Media, dont le nom parle pas à grand monde en général, mais qui est l'un des plus grands groupes de presse français. Donc, est connu pour ses magazines comme Géo, Voici, mais aussi des choses comme Harvard Business Review, donc c'est assez vaste. J'y ai passé 4 ans. Et du coup, comment est-ce que tu as découvert le projet? En fait, moi, j'ai fait une reconversion dans le design en 2016. À l'époque, on commençait à parler de plus en plus de produits en France, ou du moins, moi, je découvrais ce que c'était. Et ça a attiré ma curiosité parce que je savais pas trop après l'école vers quoi me tourner. Mais l'idée de travailler sur un temps plus long, d'être responsable d'un produit sur le long terme, ça me parlait beaucoup plus que le mode agence ou projet. Donc je me suis un peu orientée dans cette direction et ensuite je suis du coup arrivée chez Prisma. Et là, je dois beaucoup à mon ancienne manager Jessica Oana, qui était encore récemment VP Design chez Ornicar. Elle portait beaucoup la transition produit chez Prisma Media et elle m'a énormément appris en termes de méthodo, de mindset. Donc, je suis ressortie d'une expérience beaucoup plus enrichie sur le sujet et ça a confirmé que c'était ce que je voulais continuer à faire, de bosser dans le produit, en design. Alors du coup, toi, tu es Lead Product Designer chez Le Bon Coin. Est-ce que tu peux m'expliquer qu'est-ce que tu fais et quelles sont tes missions? J'ai un ownership bien précis d'un crew entier. On en parlera peut-être de l'organisation interne du produit et de la tech. Donc, ça veut dire que je suis responsable du design sur cette partie-là. Responsable du design, ça veut dire vraiment en charge de décider les méthodos qui vont bien pour tester des choses, pour la recherche, jusqu'aux maquettes finales. Donc voilà, après, pour les maquettes, on travaille quand même avec des UI designers chez Le Bon Coin. On a une équipe UI, ce qui est vraiment un luxe. Mais du coup, j'ai un périmètre bien précis sur lequel j'essaye et je devrait normalement avoir de l'impact. Quand vous faites de la recherche utilisateur, vous vous focalisez sur les clients qui sont les acheteurs ou les vendeurs, ou même les deux? Les deux. En fait, on est à peu près une 30aine de designers dans l'équipe, donc avec des UI, des UX. Donc c'est beaucoup de scope et chacun a son scope, c'est assez découpé finalement. Donc on a des personas de professionnels, de particuliers. Et la recherche va être faite par chaque UX/product designer sur son périmètre à lui. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu as appris concernant le produit récemment? Je vais pas être très originale, mais le chamboulement de l'IA en interne, c'est quelque chose auquel on s'intéresse beaucoup. Et je pense que tous les UX designers qui font beaucoup de recherche se disent que ça va leur permettre, j'espère à court moyen terme, de se concentrer sur des tâches avec plus de valeur ajoutée. Récemment, j'ai participé à une étude, on a fait 35 entretiens d'1 heure et demie. Faire la restitution, c'est quand même costaud. Il n'y a aucune plus-value à ce que ce soit un cerveau humain qui le fasse, si une IA ferait exactement la même chose. Donc déjà, ça, en termes de recherche utilisateur, c'est un peu un truc qu'on attend. Moi, j'avais un peu testé des choses avec ChatGPT, mais j'avais pas été convaincue. Enfin, il m'inventait des verbatims, je trouvais ça pas dingue. Mais par contre, en interne, il y a quand même beaucoup de discussions autour de ça. Tu vois, le jour on enregistre aujourd'hui, c'est un peu une coïncidence, mais hier, il y a un chat un peu sur le modèle de ChatGPT qui a été lancé en interne. Ça va nous permettre de pouvoir justement faire ce genre de choses sans divulguer de données, que ça reste en interne. On fait plein de choses. Là, par exemple, aujourd'hui, à l'heure où je te parle, il y a une conférence dans les locaux qui est co-organisée par Le Bon Coin qui s'appelle IA AI générative. Et nous, on y voit vraiment des opportunités. Par exemple, tu vois, déposer un bien sur Le Bon Coin, ça peut être assez chronophage quand il y a beaucoup de critères à remplir. Ça peut faciliter ces actions qui sont parfois fastidieuses.
c'est quelque chose qui nous intéresse forcément. Après, on utilise finalement déjà l'IA en interne, hein. On a du machine learning sur tout ce qui est ce qu'on appelle la search and discovery. On en a sur le dépôt, il y en a aussi sur la prédiction du poids des colis, sur la modération. Mais après, là, c'est un boom en fait qu'on va certainement pouvoir faire. On va passer à la partie 2 sur la vision produit. Quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui se lance dans le produit aujourd'hui? Déjà, de ne pas être trop rigide. Les frameworks, c'est bien de les connaître, mais après, il faut se les approprier dans le contexte dans lequel on est. Enfin, la produit parfaite, elle n'existe pas. Donc, tu sors d'école ou que tu t'auto-formes, c'est hyper bien de connaître plein de frameworks. Après, il va falloir s'adapter au contexte de tous les jours, en écoutant beaucoup, en posant beaucoup de questions. Faire beaucoup de veille. Moi, au début, je faisais énormément de veille. Enfin, j'en fais toujours, mais j'avais peut-être plus une rigueur quand je suis sortie d'école ou quand j'étais à l'école. Et après, je pense qu'un des trucs que j'avais pas anticipé, c'est vraiment, enfin, moi, en tout cas, quand j'étais en école, c'était de s'intéresser à la data le plus tôt possible. Il faut savoir la trouver et la traiter soi-même, ou trouver les bons interlocuteurs en interne. S'il y a des équipes dédiées, si on a cette chance, il faut se former. Puis pas partir bien en tête dans des solutions. Enfin, ça, c'est un peu basique, mais moi, je trouve que là, ces derniers temps, on parle de plus en plus de définir des KPI, mais ça n'a pas toujours été le cas, donc je trouve ça super cool. Définir des KPI en amont, mais c'est pas forcément évident quand t'as la tête dans le guidon du delivery de pas perdre un petit peu ce cap, quoi. S'il y a un truc que je pourrais dire, mais qui est un peu un luxe, et surtout avec le marché actuel, c'est que d'aimer son produit et tu vois, être en accord intellectuellement avec ce que tu participes à construire au quotidien, ça aide vachement dans les moments difficiles. Mais franchement, c'est un peu un luxe d'avoir ce choix. Moi, je considère que je suis hyper chanceuse d'être là où je suis. Donc voilà, je dis pas aux gens qui commencent allez forcément dans une boîte où vous croyez aux produits dans votre chair, quoi. Mais quand on peut, en tout cas, c'est un plus, vraiment. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu aurais aimé savoir avant de te lancer dans ce métier? Je pense que j'avais pas anticipé la complexité de nos métiers dans le produit et dans la tech. La complexité organisationnelle, des outils. Enfin, là, par exemple, moi, Figma, comme je travaille avec un UI designer ces derniers temps, j'ai un peu moins fait d'UI. Et c'est vrai que des jeux Figma, pour faire des trucs un peu plus poussés que des intentions ou des wireframes, enfin, ça évolue super vite. Ça devient des outils très complexes qui se rapprochent de certains aspects du code. Et je pense que je me rendais pas du tout compte de cette complexité technique. Après, c'est des métiers où on apprend toute notre vie. C'est pas quelque chose dont il faut avoir peur, mais en tout cas, moi, je le voyais pas comme ça. Je voyais ça comme quelque chose de plus figé. Voilà. T'acquiers des connaissances, tu vois, en design, double diamant, très classique, et puis après, tu fais ton petit bout de chemin de carrière, mais en fait, tu dois en permanence t'adapter, et il y a beaucoup de complexité. Comment, malgré les arnaques sur le bon coin, vous avez réussi à créer une relation de confiance avec vos utilisateurs? C'est une très bonne question. En fait, ce qui est marrant, c'est que le Bon Coin, c'est quand même un Français sur deux, même peut-être plus. Enfin, tu vois, j'ai pas les chiffres en tête. Je crois que on est à peu près 30 millions de visiteurs uniques chaque mois. Donc voilà, c'est énorme. Donc on connaît tous quelqu'un qui s'est fait arnaquer ou qui a eu une tentative d'arnaque, même si c'est pas fait avoir sur le Bon Coin. Mais c'est surtout une question de volume. En fait, si on regarde des chiffres en interne, on est très bon sur la fraude, parce qu'on met en place plein de choses. À l'usage, ils voient ces choses petit à petit, où ils ne se rendent pas forcément compte quand ça arrive, mais ça participe à une ambiance générale, un peu, si je peux le dire comme ça. On a des infos sur les profils des utilisateurs maintenant, donc tu peux aller voir leurs notes, s'ils ont utilisé la transaction. Il y a le paiement sécurisé. Si tu passes par le Bon Coin et que tu ne sors pas de la plateforme, ton paiement, il est garanti par nos services. On a de l'IA aussi sur les patterns de fraude, on s'est hyper professionnalisé là-dessus. On a la sécurisation d'authentification avec le double facteur. Je pense que c'est ces petites choses. Alors parfois, tu as des utilisateurs qui trouvent que on leur demande beaucoup d'informations, mais en même temps, c'est ça qui participe à sécuriser, enfin, les échanges dans la messagerie, tout ce genre de choses qu'on met en place. Après, il y aura toujours des cas, c'est un jeu du chat et de la souris. Les arnaqueurs s'adaptent à ce qu'on met en place, mais nous, on s'adapte vite aussi derrière. Je pense que ça se ressent en fait à l'usage, que c'est une plateforme qui est quand même assez sécure, assez sécurisée. Et du coup, comment est-ce que vous mettez le curseur entre la sécurité et la facilité d'utilisation? Une très bonne question, ça. En fait, je pense que tu peux enlever de la complexité sur l'interface à plein d'endroits.
Moi, il y a un framework que j'aime bien, de Rémi Guyot. Je pense qu'on est souvent beaucoup à le citer, mais c'est le framework Horse ou Corse en français, qui je trouve hyper pratique à utiliser et que tu peux un peu passer plein d'interfaces à la moulinette avec ce framework. Et il y a des choses où tu peux clairement enlever de la complexité, mais que sur la sécurité, c'est difficile de là en enlever. Surtout justement quand t'as des articles dans la presse sur les arnaques, le Bon Coin. Même quand c'est pas forcément quelque chose qui s'est passé via l'interface, mais parce que les gens en sont sortis, souvent on parle d'arnaque sur le Bon Coin. Donc c'est pas quelque chose sur lequel il faut pas mettre d'effort. Au contraire, je pense qu'il faut simplifier l'interface plein d'autres endroits ailleurs, mais garder ce qu'on met en place sur la sécurité. Selon toi, qu'est-ce qui fait un bon product designer? Je dirais quelqu'un qui comprend le business. Faut pas rester dans son petit écosystème de design. Faut comprendre le business, faut parler au business. Faut vraiment être un peu ce qu'on appelle un designer en T, c'est-à-dire il faut avoir des gros hard skills dans tout ce qui est compétences design. Mais après, il faut être bon à parler avec les autres. Donc, il y a toute la tech, bien sûr, tous les devs, ça coule de source, mais aussi le business, aussi la data. Il faut savoir parler aux stakeholders, il faut savoir défendre son expertise et son travail. Et voilà, sortir de ce prisme de design égal visuel. Non, enfin, on n'est pas des exécutants. On a notre place dans cet orga produit. Et après, dans tout ça, faut pas oublier qu'on est quand même celui qui, à la fin, défend l'utilisateur quand on peut parfois oublier, quand on a la tête dans le guidon et qu'on est sur des features et on peut parfois un peu oublier nos personas. Donc ça, voilà, c'est un juste équilibre entre parler à tout le monde, être capable de comprendre le business et en même temps être garant et être la voix de l'utilisateur. Comment ça se passe quand tu vas un peu trop sur le terrain du PM et vice-versa? Alors ça, c'est un grand débat parce que le terrain du PM et du product designer, souvent, ils se superposent selon les orgas, selon les entreprises. Donc moi, en fait, c'est pas moi qui va avoir la responsabilité de faire la matrice de priorisation et de dire, c'est ça qu'on va faire, en fait, parce que c'est là où il y a le plus d'impact et le moins d'efforts. Enfin, ça dépend de là où on a envie d'aller. On n'est pas toujours sur le moindre effort. C'est pas moi, voilà, qui va avoir cette responsabilité finale. Par contre, je vais peut-être plus, je vais même carrément être plus sur tout ce qui est recherche utilisateur et là, inviter les PM à venir assister, prendre des notes. Donc, en tout cas, moi, ici, chez Le Bon Coin, je trouve qu'on se marche pas sur les pieds, que chacun est plutôt bien dans son rôle, mais je pense que ça s'appréhende différemment dans chaque entreprise. On va passer à la partie 3. Comment la culture de la collaboration et du partage influence-t-elle le produit? Pourquoi est-ce que tu as décidé de nous parler de ce sujet? J'ai beaucoup hésité, mais je me suis remise dans la peau de moi-même il y a un an et demi, quand je cherchais une nouvelle entreprise et de quand je suis arrivée ici. Et en fait, c'était quelque chose de très important pour moi dans le choix de ma nouvelle entreprise, de trouver déjà une entreprise avec une maturité produit importante et où il se passait plein de choses en fait. J'avais envie d'être stimulée, j'avais envie de monter en compétences et donc à mon entretien, on avait beaucoup parlé de tous les rituels qu'il pouvait y avoir dans l'équipe design et au final, quand je suis arrivée, j'ai été bluffée par tout ce qu'il y avait en plus de ça en fait. Il y a vraiment énormément de choses qui se sont mises en place en interne et ça permet une montée en compétences vraiment, en tout cas pour moi, j'ai trouvé hyper rapide sur plein de trucs. Et ça facilite la collaboration entre produits et tech et entre les personnes du produit, PO, PM, Product Designer, Data. Donc, je trouve qu'on fait des choses vraiment cool. Et donc, j'avais envie d'en parler aujourd'hui. C'est une valeur qui est hyper importante chez Le Bon Coin. Et du coup, quelles sont les autres valeurs? Alors, les valeurs de Le Bon Coin, ça va être la proximité, l'engagement, la créativité et le pragmatisme. On n'a pas vraiment le partage dans nos valeurs. Après, ça, tu vois, c'est pas des trucs qui sont écrits sur le mur quand t'arrives. Moi, je les trouve très vivantes, ces valeurs. Elles sont pas vraiment écrites sur des pulls ou sur des murs. Mais les gens s'y réfèrent beaucoup et même parfois de manière un peu bottoms up, quoi. Tu vois, du bas vers le haut. Parfois, ça arrive que quelqu'un rappelle à la hiérarchie. Ouais, mais ça, c'est pas très proximité. Ça, c'est pas très pragmatique. Tout ce qu'on fait là, ça participe à être plus créatif
à être plus engagé, tu vois, sur l'éco-conception et à être plus pragmatique aussi. Enfin, tu vois, pas partir dans des on va faire ça comme ça, alors qu'en fait, il n'y a pas forcément besoin de mettre autant d'efforts sur ce sujet. Et en fait, avec la maturité produit, l'échange, la collaboration et tout ce qu'on a mis en place pour se parler, en fait, se rencontrer, je trouve que ça fonctionne plutôt bien. Merci beaucoup d'avoir participé à ce calendrier de la vente du produit. Est-ce que tu souhaiterais dire un petit mot de la fin ? Merci beaucoup pour son invitation, puis j'ai hâte de découvrir des podcasts de tout le monde et la diversité des invités. Merci d'avoir écouté cet épisode, j'espère que ça vous a plu. Vous pouvez retrouver un résumé en vous inscrivant à la newsletter sur afternoon.pm. À demain pour un prochain épisode.